Début octobre. À l'extrême nord du Cameroun, dans le bassin du lac Tchad, la saison des pluies touche à sa fin. La plaine de Ouaza est totalement inondée. Mais déjà, avec le retour du soleil et de la chaleur, l'eau commence à se retirer. Nous sommes au cœur du Sahel, un des lieux les plus chauds de la planète. Il n'y a aucun fleuve à Ouaza. Les mares remplies par les inondations sont maintenant les seules réserves en eau de la plaine. Pourtant, nous ne sommes qu'au début d'une redoutable saison sèche qui va durer 8 mois. Ces mares sont artificielles et parfois très anciennes. Elles ont été creusées par l'homme à proximité de villages aujourd'hui disparus. Novembre. L'eau ne manque pas. Cela ne va pas durer. Le problème de la sécheresse à Ouaza s'est accentué depuis une vingtaine d'années avec la construction d'un barrage en amont de la plaine qui accélère la désertification naturelle. Pourtant, en dépit de ces conditions extrêmes, la faune sauvage est abondante à Ouaza. Ici, les girafes règnent en maître. C'est pour elles que ce territoire de 1700 km² est devenu une réserve il y a plus de 60 ans. Toutes les girafes africaines appartiennent à la même espèce unique, mais il existe 9 races géographiques. Les girafes du Sahel sont parmi les plus menacées de disparition. Autrefois répandues à travers toute l'Afrique de l'Ouest, très nombreuses au Sahara avant qu'il ne devienne un désert, ou encore au Maroc jusqu'au Moyen-Âge, elles ont été victimes des hommes et de l'avancée du désert. De cette immense population qui se comptait en dizaines de milliers, il ne reste aujourd'hui que quelques centaines d'individus. C'est ici, à Ouaza, que la moitié a trouvé refuge. Décembre. 2 mois déjà sans le moindre nuage. Peu à peu, une chaleur implacable s'installe. Les éléphants sont arrivés à Ouaza vers 1950, chassés du Tchad par la déforestation, le braconnage et la guerre civile. En peu de temps, ils ont constitué l'une des populations les plus dynamiques d'Afrique, en constante augmentation. À la saison sèche, les troupeaux d'éléphants se regroupent près des points d'eau. Ils comptent alors jusqu'à 300 individus. Tous les jours,
Ils envahissent la mare de Magala. Un éléphant doit boire d'énormes quantités d'eau, plus de 100 litres par jour en période de canicule. La visite quotidienne à la mare donne aussi l'occasion aux éléphants de resserrer leurs liens familiaux. Le bon usage de la trompe n'est pas instinctif. Il demande aux jeunes un apprentissage de plusieurs mois qui commence dès le début du sevrage, avec plus ou moins de succès. Les éléphantos sont d'un naturel très joueur. Le bain est justement le meilleur moment pour se consacrer pleinement au jeu, mais sous la surveillance permanente des adultes. Pour tous les animaux, quelle que soit leur taille, le besoin d'eau crée des priorités absolues en saison sèche. Les tisserins viennent régulièrement se tremper et boire tout au long de la journée. À cette époque, ils élisent même domicile aux abords d'une mare et évitent de s'en éloigner. Une demi-heure après le passage du troupeau d'éléphants à la mare de Magala, un jeune retardataire fait son apparition. Il est assez rare qu'un éléphant perde la trace des siens, mais au sein des grands troupeaux, le risque augmente. Sans son entourage familier, un éléphant est totalement désorienté. Il est aussi en danger. Mais pour l'instant, abattus par la canicule, les lions pensent surtout à trouver un peu d'ombre. Pour l'instant seulement. Le jeune éléphant devra rapidement retrouver la trace de son troupeau. Il en va de sa sécurité et même de sa survie.
Comme les éléphants, les girafes sont des animaux très sociables. Ce troupeau est l'un des plus importants de la plaine. Il compte en ce moment une vingtaine de girafes. Mais ses effectifs et sa composition varient en permanence, presque chaque jour. Les girafes changent régulièrement de troupeau, au gré des rencontres. Le groupe se compose de mères avec leurs petits, de femelles en gestation et de jeunes. Les grands mâles adultes, le plus souvent solitaires, les rejoignent occasionnellement. Le jeune éléphant n'aura pas eu la chance de retrouver son troupeau. Sa première nuit solitaire lui aura été fatale. Paradoxalement, malgré sa taille imposante, un jeune éléphant est très vulnérable. Sa seule véritable défense, c'est la protection que lui offre le troupeau. Janvier. 3 mois déjà se sont écoulés depuis la dernière pluie. Les acacias sont en pleine floraison. Mais pas une seule fleur, pas une seule pousse qui ne soit protégée par de redoutables épines. Très appréciés, les acacias auraient disparu depuis bien longtemps sans cette protection. On pense qu'en Afrique, ils ont développé cette adaptation à cause de la présence des girafes. En Australie, par exemple, les acacias n'ont pas d'épines. Malgré leurs 4 à 5 mètres de haut, les girafes sont remarquablement mimétiques dans leur habitat favori. Il est vrai que la cohabitation entre girafes et acacias date de 5 millions d'années. Pendant la floraison, les girafes vivent à demeure dans les bosquets d'acacias. Délicatement, rameau après rameau, elles prélèvent quelques 35 kilos de fleurs et de pousses chaque jour. Ce qui leur prend quand même une bonne dizaine d'heures. Plus quelques autres passées à ruminer. Le quotidien des girafes est résolument placé sous le signe de la placidité. C'est avec leur langue
longue et souple, que les girafes se jouent des épines. À 5 mètres de haut, elles ne craignent guère la concurrence. Après les épines, les girafes ont une deuxième difficulté à contourner. Une merveille d'adaptation. Certains acacias dégagent des essences toxiques quand ils sont broutés, obligeant les girafes à changer fréquemment d'arbre pour limiter les dégâts. Ce subtil équilibre entre l'animal et l'arbre s'est établi peu à peu au fil du temps. En fait, les girafes n'ont qu'un seul véritable concurrent alimentaire, mais il est de taille et emploie des méthodes quelque peu radicales. Les éléphants ne font aucun cas des épines et manifestent une voracité sans limite. Ils ont toujours agi ainsi, mais les migrations qu'ils pouvaient effectuer autrefois à travers d'immenses territoires permettaient d'éviter une dégradation irréversible de leur habitat. Aujourd'hui, confinés sur des espaces limités, ils finissent inévitablement par détruire leur environnement, qui est aussi celui des girafes. Et la solution à ce problème semble difficile à trouver. Comme les girafes et les éléphants, les hippotragues sont de grands amateurs de savanes boisées, et de façon plus occasionnelle. Ils s'aventurent parfois ici, à la mare de Murguma, pour étancher leur soif. Mais ce milieu trop fermé leur procure, à juste titre, un sentiment d'insécurité. Le domaine de prédilection de la plupart des antilopes reste indiscutablement les grands espaces ouverts. En février, après 4 mois de sécheresse, les prairies sont déjà complètement brûlées. Au bord des mares, les animaux trouvent encore un peu de fraîcheur et de verdure. Mais pour combien de temps ? Pendant toute la saison sèche, coqs de Buffon et d'Amalisques auront ici l'essentiel, eau et nourriture. Pendant ces longs mois de chaleur intense, la mare et ses abords immédiats seront le seul théâtre de leur vie.
Mars. Après 5 mois d'un soleil brûlant, Magala, la mare aux éléphants, a déjà considérablement diminué. À la recherche d'une nouvelle mare, les phacochères avancent avec méfiance en territoire inconnu. Plus opportunistes pour leur nourriture que les girafes ou les antilopes, ils fréquentent tous les types de milieux. Mais pour la baignade, ils sont très exigeants et ne se contentent pas de n'importe quel point d'eau. Après avoir étanché leur soif, il leur faut répondre à d'autres besoins élémentaires. Comme leurs proches cousins les sangliers, les phacochères ont régulièrement besoin de faire la chasse aux parasites. Les abords sableux de Magala ne correspondent pas exactement au type de mare que recherchent les phacochères. Mais cela permet quand même, provisoirement du moins, et moyennant quelques aménagements, de faire face aux premières urgences. Après avoir abandonné Magala, les phacochères découvrent les abords de Murguma. C'est exactement le type de plan d'eau qu'ils recherchaient. La mare est immédiatement adoptée. Si la boue élimine les parasites, elle rafraîchit aussi mieux et plus longtemps qu'un simple bain d'eau claire. Les phacochères vont rester aux abords de la mare pour renouveler régulièrement leurs précieuses couches protectrices. Les girafes sont parmi les animaux les plus résistants à la sécheresse. Dans bien des régions d'Afrique, même les plus arides, elles ne boivent jamais et se contentent de l'eau contenue dans leurs aliments. Mais au Sahel, à cette saison, elles ne peuvent absolument pas se passer de boire. Les girafes disposent de systèmes d'adaptation très sophistiqués leur permettant d'économiser l'eau.
La température de leur corps peut varier de 10 degrés sans qu'elles en souffrent, ce qui est exceptionnel pour un mammifère. Comme elles n'ont pas à transpirer pour maintenir une température constante, elles peuvent économiser jusqu'à 15 litres d'eau par jour. Économie supplémentaire, en se condensant le long de leur interminable cou, la vapeur d'eau contenue dans la respiration reste à l'intérieur de leur corps. Mais ces adaptations ne suffisent pas toujours. En ce moment, la température extérieure atteint 45 degrés et les girafes doivent absorber quelques 60 litres d'eau par jour. Pour boire, elles adoptent une position des plus inconfortables et se sentent particulièrement vulnérables. Même si la partie est difficile, un lion peut toujours tenter une attaque. À la moindre alerte, c'est la fuite. Pourtant, les éléphants ne représentent pas une menace directe pour les girafes. Au sein du troupeau, quelques sentinelles n'ont pas eu le temps de boire. Placides, elles attendent. Cela peut durer des heures. Entraînées par celles qui n'ont pu étancher leur soif, toutes les girafes finissent par se remettre en route pour chercher une nouvelle mare plus tranquille. Ce n'est que 3 heures plus tard, à la tombée de la nuit, qu'elles l'atteindront. Avril, 6e mois de sécheresse. À Magala, le niveau de l'eau a encore considérablement baissé. Plus que jamais, les tisserands dépendent de la proximité du point d'eau. Ils sont maintenant des dizaines de milliers à se jeter frénétiquement sur le bord de la mare.
La chaleur torride contraint la plupart des animaux à réduire leurs activités au minimum vital. Pourtant, les gazelles à front roux enfreignent la règle. En pleine fournaise, la saison des amours a commencé, et les mâles mobilisent toute leur énergie en combats acharnés. L'objectif est bien sûr d'accéder aux femelles en chaleur. Ces dernières, d'ailleurs, n'affichent pas non plus l'apparence de la tranquillité. Si les accouplements ont lieu paradoxalement à une période aussi chaude, c'est que les naissances interviendront dans 6 mois, juste à la fin de la saison des pluies, lorsque l'herbe sera la plus abondante et la plus tendre. Mais pour l'instant, le mâle et la femelle n'ont pas exactement les mêmes priorités. Les petites girafes naissent toute l'année. Celle-ci n'a qu'1 mois et mesure déjà plus de 2 mètres. À cet âge, elle reste dans la savane, à l'écart du troupeau. Elle se fait discrète, c'est sa meilleure défense contre les prédateurs. En effet, les lions s'aventurent peu dans ce milieu aride où les proies sont rares. La mère reste seule avec sa progéniture. Elle s'alimente dans les environs en essayant de s'éloigner le moins possible. La tétée a lieu plusieurs fois par jour. Le lait assure au petit une croissance exceptionnelle qui le met rapidement à l'abri des prédateurs. En pleine canicule, les tétées régulières évitent aussi une déshydratation qui pourrait être fatale. Six semaines après la naissance, le petit et sa mère rejoignent le troupeau. Il commence à boire et à manger seul, même s'il tétera encore jusqu'à l'âge de 8 mois. Le lien avec sa mère restera privilégié jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais, depuis 7 mois, pas une seule goutte de pluie. La chaleur est intense et les mares se vident. L'eau croupissante se recouvre d'algues rouges. Les poissons qui sentent le piège se refermer sur eux se regroupent au milieu du plan d'eau. Ce sont des silures, incroyablement résistants au manque d'oxygène.
Ces proies, trop puissantes et agiles, sont hors de portée de bec du tantale. Ce sont les petits poissons qui l'intéressent. Dès que le niveau de l'eau a suffisamment baissé, les échassiers investissent totalement la mare et la quadrillent systématiquement. Les marabouts, plus puissants que les tantales, ne peuvent pourtant pas non plus s'attaquer à de grosses proies. Les silures sont armées de redoutables épines. Tenter d'avaler un gros poisson serait trop périlleux, même pour un marabout. Les aigrettes, encore plus limitées, doivent prendre 1000 précautions. Une fausse manœuvre, et c'est la mort par étouffement. Les gros silures, épargnés, se laisseront enfermer dans la boue séchée. Comme par miracle, ils ressortiront à la prochaine saison des pluies. En fin de saison sèche, la plupart des animaux ont du mal à se nourrir, et rares sont les espèces capables d'élever leurs petits. Les marabouts font partie de ces quelques exceptions, et peuvent offrir, avec l'assèchement des mares, une nourriture abondante à leur progéniture. Lorsque les girafes sont dans la savane, elles s'éparpillent et se contentent de rester à portée de vue les unes des autres. Parfois, les jeunes mâles s'adonnent à des sortes de danses rituelles qui préfigurent les combats de demain. Lorsqu'ils seront adultes, à l'âge de 7 ou 8 ans, ils quitteront le troupeau et se cantonneront, solitaires, sur un territoire qu'ils devront défendre contre leurs congénères. Utilisée comme une massue, la tête peut devenir une arme redoutable. Le crâne continue d'ailleurs à s'alourdir tout au long de la vie des mâles. Un mâle solitaire interdit à tout autre mâle adulte l'accès à son territoire. Mais les troupeaux sont tolérés, et même bienvenus. Ils peuvent circuler librement sur de vastes étendues. Le temps de leur séjour sur ces terres, le mâle les accompagne. Les femelles sont en chaleur toute l'année, une journée toutes les 2 semaines. Alors, dans les gros troupeaux, il y en a toujours une disposée à se laisser approcher par le mâle.
Ce n'est pas en flairant, comme certains mammifères, mais en goûtant l'urine de sa partenaire qu'il confirme son diagnostic. L'accouplement est pour les girafes un moment particulièrement délicat. Pour se mettre à l'abri d'un éventuel rival ou d'un prédateur, le couple s'isole, à l'écart du troupeau, au plus profond de la forêt d'acacia. Juin. Cela fait maintenant 8 mois que le sol n'a pas senti la moindre goutte de pluie. La chaleur devient de plus en plus écrasante. Les températures, dépassant 50 degrés en milieu de journée, sont proches des extrêmes connus sur notre planète. La mare aux silures n'est plus qu'un vaste tas de boue. C'est là, sous la croûte séchée, que les derniers poissons ont maintenant trouvé refuge. Dans les grandes plaines surchauffées, les damalisques errent à la recherche d'une maigre nourriture. La plupart des animaux, accablés par la chaleur, entrent dans une période d'attente. Les pousses tendres des acacias ne sont plus qu'un lointain souvenir. Les gazelles et les kobs en sont réduits à chercher quelques brins d'herbe au fond des mares asséchées. La mare de Mourgouma, autrefois si fréquentée, est presque déserte. Le rarissime céphalophe de Grimm est l'un des rares à tenter encore une approche dans la boue. Le chacal sait, lui aussi, que cette progression n'est pas sans danger. D'autres la prendront à leurs dépens. Nombre d'animaux, et non des moindres, tenaillés par la soif, se font surprendre par le piège mortel.
Enfin vient la délivrance. En quelques semaines, la plus grande partie de la plaine sera de nouveau inondée. En délimitant des espaces protégés, l'homme a rendu les animaux sauvages totalement dépendants de sa propre gestion de l'environnement. Ici, ce sont les ressources en eau qu'il a contribué à réduire. Conscientes de ce paradoxe, les autorités locales, assistées d'organisations internationales, ont récemment décidé d'intervenir en libérant une partie des eaux du barrage pour tenter de préserver, dans la plaine de Waza, un des tout derniers maillons de l'immense paradis sauvage qu'était autrefois l'Afrique de l'Ouest.